Bonjour, bienvenue au Satis sur le stand Avid. Je suis Pierre Bedrossian, je m'occupe du CMI, Centre de Formation. Alors en deux mots sur le CMI, vous allez trouver toutes les formations Pro Tools que vous désirez, que ce soit aussi bien sur le mixage, sur la post-production, le montage. Vous allez avoir aussi des formations Icon et tout le système de certification jusqu'au niveau expert, que ce soit musique ou post-production. Voilà, c'était juste pour vous présenter le CMI. Alors, l'idée qu'on a eue avec Avid, c'est de prendre en fait 10 points. Ces 10 points sont issus de quoi? C'est de l'expérience que l'on a en formation. On s'est aperçu que les gens qui venaient en formation chez nous, qui venaient de la post-production, en fait, avaient à peu près toujours les mêmes demandes. Donc, de ces demandes, on a extrait 10 points, d'où cette présentation. Voilà. Alors, premier point que l'on va voir ensemble, c'est le setup IO. Alors, le concept, c'est tout simplement de pouvoir changer de lieu, c'est-à-dire vous allez travailler chez vous, travailler dans un studio ou un deuxième studio, et au lieu d'avoir à reprogrammer constamment les sorties, ce qu'il fallait faire avant la version 9, maintenant on va avoir une adaptation assez simple des sorties de chacune des sessions. On va aller voir notre setup. Alors, dans la session, j'ai une piste audio qui va sortir sur mon écoute générale. Et puis, j'ai un bus et j'ai aussi une piste pour un report sur un magnéto de piste. J'ai donc déclaré dans mes sorties mon écoute maison. Il faut bien que j'entende quelque chose. Et un report maison. J'ai fait exprès d'appeler ça maison pour qu'on voit bien la différence. Donc, un deux pistes qui est quelque part. Automatiquement, le Pro Tools m'a déclaré d'un côté mes sorties. En fait, ça, c'est exactement la même chose que output, et m'a déclaré des bus. Donc ça veut dire que l'on va avoir des bus qui vont dans les sorties qui portent le même nom. Donc la première fois que l'on voit ça, on est dit, tiens, c'est très étrange. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a la session, c'est tout ce qui appartient à votre session, et ici, ce sont toutes les sorties physiques de votre station d'accueil. Donc la station que vous avez chez vous à la maison. Alors, ça, c'est la première chose. Je vais aller chercher maintenant la configuration studio. Je vous ai dit que cette méthode était intéressante si on se déplace d'un lieu à un autre. Je vais aller chercher la config studio. Voilà. On retourne dans le setup IO et on va retrouver à peu près la même chose. Voilà. J'ai donc déclaré dans mon studio une écoute en 7.1 aussi, et puis une sortie stéréo pour un report. Je retrouve exactement la même chose dans mes déclarations. J'ai un bus qui appartient à la session et mes sorties qui sont ici identifiées, les sorties de ma machine haute. Ok. Donc en partant de ça, ce que l'on va faire, on a vu qu'il y avait une session qui a été préparée à la maison, et là je suis dans mon studio. Eh bien, je vais aller chercher maintenant la session que j'ai préparée chez moi pour la mettre dans le studio. Alors, on va enlever cette option ici. Donc je vais charger ma session maison. Et on va aller voir comment a réagi le setup IO. Vous voyez que je n'ai rien reprogrammé là, et automatiquement, quand on rentre dans la fenêtre bus, eh bien j'ai l'écoute maison, ce que j'avais programmé chez moi, qui s'est automatiquement câblé sur Control Studio. Pourquoi? Parce que j'ai les mêmes caractéristiques au niveau de l'écoute. 7.1, 7.1. Ici, report maison a été se câbler dans Beta Studio. D'accord? Donc j'ai une correspondance immédiate. Je n'ai pas à reprogrammer constamment mes sorties de session. Voilà à quoi sert maintenant le nouveau setup à partir de la version 9 dans le Pro Tools. Donc ça, c'était un point assez important, je trouvais. Voilà. On va voir maintenant un autre point qui est pas mal, c'est le relink des fichiers. Un relink de fichiers, c'est quoi? C'est quand on a perdu des fichiers. Vous savez que la nuit, l'ordinateur est vivant, il va déplacer les fichiers, les renommer. Et vous ouvrez votre session le lendemain matin, il n'y a plus de son. Ça arrive à tout le monde. C'est toujours la faute de l'ordinateur. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Voilà, j'ai une session justement où mes sons
n'ont pas été reconnus. Hein, c'est exprès. D'accord? Qu'est-ce que l'on va faire? Alors là, il ne pourra pas les chercher de manière automatique. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais deux sons, le son 1 et le son 2, qui sont ici. Son 1 et son 2. Et je les ai renommés. Et je les ai déplacés. Donc j'ai renommé les fichiers, déplacé les fichiers à l'intérieur de mon ordinateur. Donc là, je cherche un petit peu les complications. Mais ça peut arriver. Alors, petite chose qu'il faut savoir, si jamais je n'avais pas renommé mes fichiers, j'aurais pu les mettre n'importe où sur n'importe quel disque dur, le Pro Tools aurait retrouvé les fichiers du premier coup. Donc par contre là, j'ai carrément renommé le fichier. Je vais y aller manuellement. Voilà. Voilà mes deux sons. Première possibilité que j'ai pour faire une recherche, c'est de les rechercher un par un. Je vais dire de chercher tous les candidats. Alors, je vais limiter le temps de recherche. Voilà. Il a trouvé le son. Vous voyez que là, il cherche quelque chose qui s'appelle X son 1 et il a cherché son 1 tout de suite. Pourquoi? Parce que ici, je dispose de ce qu'on appelle un unique ID, un codage qui était tiré au sort et qui a été affecté à ce son-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais enregistrer un son dans Pro Tools, eh bien, je vais avoir cet unique ID qui va être créé. Le Pro Tools peut donc récupérer n'importe quel son par cet élément, unique ID. On ne peut pas le changer à la main, c'est impossible. Voilà, donc voilà comment il a pu retrouver les sons. Après, je peux relinker, et ainsi de suite. Il est évident, si j'ai 300, 400 sons à relinker d'un seul coup, parce que j'ai toute la session, je ne vais peut-être pas utiliser cette méthode. Alors cette méthode, pourquoi elle est intéressante? C'est si j'avais plusieurs fois le même son dans mon disque dur. À ce moment-là, je pourrais lui dire, je veux relinker sur celui-là, à tel emplacement. Donc là, on est obligé d'utiliser un par un. Si je veux faire ça de manière globale, autre possibilité, je sélectionne tous mes sons. Bon, là j'en ai deux, mais je pourrais sélectionner mes 3000 sons. Et je vais faire quelque chose de global avec le Find Link, ici. Et je vais lui dire de faire une recherche par ID uniquement. Et donc, le Pro Tools va aller scruter à l'intérieur de tous les disques durs que j'aurais définis ici pour aller retrouver le son qui a été perdu. On va le faire. Voilà, il a déjà un premier relink, deuxième relink et ainsi de suite si j'avais mes sons. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire un commit link, c'est-à-dire effectuer le relink. Je viens de retrouver mes deux sons. D'accord? Donc il est logiquement impossible de perdre des sons avec Pro Tools, sauf si vous avez le formatage facile. Ça, ou la perte de disque dur. Troisième point, le recalage du timecode d'une session. Alors, recalage du timecode d'une session. J'ai cette session qui est là, j'ai mon 1000 de repères, qui devrait se trouver 2 secondes avant le début de mon film. Et là, au lieu d'être à l'heure que je désire, je m'aperçois que j'ai fait mon montage, je n'ai pas fait attention à mon heure de timecode, de référence. Pour l'instant, je suis à 51.0011. Bref, super. Moi, je veux pas ça. Eh bien, je vais aller chercher une fonction qui est assez intéressante. Donc là, j'ai placé mon curseur au début de mon bip, de mon 1000. Je vais aller chercher Current Timecode Position. Voilà. Et dans cette fenêtre, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai la position actuelle qu'on retrouve sur le compteur. Et là, je vais lui indiquer la position que je désire avoir à ce point-là. Exceptionnellement, on va lui faire un 59-58. Et voilà. Quand je me déplace, ma tête de lecture est bien 59-58. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait glisser la timeline, mon montage n'a pas bougé, j'ai donné une nouvelle heure de démarrage à mon montage. OK? Donc, vous voyez que c'est très très simple. Quatrième point que l'on va voir, c'est l'élastique audio. Alors, l'élastique audio, c'est une fonction assez intéressante, puisque ça va me permettre de faire du recalage. Alors, on va dire que là, j'ai... Ah, on va mettre la vidéo quand même. Voilà. Voilà ma vidéo. J'ai une prise vidéo, super, c'est ce qui a été monté. Et j'ai fait en post-synchro une prise, ou X prises, et je veux garder une des prises. Malheureusement, elle n'est pas bien calée. Moi, j'ai envie de recaler les syllabe par syllabe, par rapport à l'image. Et là, on va pouvoir utiliser l'élastique audio. Alors, on va visualiser. Alors, ça se passe ici. Hein.
Donc on va démarrer un petit peu plus avant. This isn't in the plan, Zero. I'm here to make a deal, Mysterion. What a better place to make a deal than at a card table. Alors là, on s'est aperçu que le démarrage était carrément à la ramasse, et puis petit à petit, ça se cale. Je vous le remets. This isn't C'est in right the to better plan, place. Zero. I'm here to make a deal, Mysterion. What a better place to make a deal than at a card table. D'accord? Alors, on va utiliser l'élastique audio pour corriger tout cela. Première chose, dans la piste où je vais utiliser l'élastique audio, définir l'algorithme que je vais utiliser. Monophonique, c'est une voix. Pourquoi pas? Ensuite, aller visualiser l'analyse qui a été faite. En fait, l'analyse va se baser sur toutes les transitoires. Donc, pour nous, comme on est en train de traiter la parole, ça va être chacune des syllabes. Et ensuite, on va pouvoir faire un time stretch syllabe par syllabe, si on le désire. Alors, là, c'est l'analyse. Je vais aller chercher mes warps, qui sont mes points d'accroche. Créer des warps. Voilà. Déplacer. Vous voyez que là, je suis en time stretch. Et je vais même pouvoir déplacer en visualisant la vidéo. Donc, on va aller chercher le watt. Voilà, on va le mettre à peu près là. OK. On va redémarrer. Hey, This isn't in the plan, Zero. I'm here to make a deal, Mysterion. what a better place to make a deal voilà. than at a card table. Et je viens de recaler mes syllabes tranquillement, donc pas de souci. Je peux travailler, alors je vais vous montrer, je sais pas, on va aller par exemple ici. Vous voyez, je peux travailler vraiment syllabe par syllabe au niveau de l'élastique audio. Facile quand on a des problèmes. Bien sûr, on sort l'élastique quand on a des soucis. Logiquement, ça devrait être parfait. Voilà pour l'élastique. Point suivant, on va aller voir le calage des sons. OK. Alors, là, on va voir un système de calage. Alors, bon, je suppose qu'il y a déjà des utilisateurs Pro Tools parmi vous. On a des raccourcis clavier qui s'appellent contrôle pomme, contrôle shift pour pouvoir caler les sons, début, fin ou par le point de synchronisation. Là, on va utiliser à peu près la même méthode, mais avec d'autres raccourcis clavier et avec une méthode beaucoup plus efficace par rapport à la vidéo. Alors, première chose. Ici, j'ai ce qu'on appelle la timeline. Quand je sélectionne ma timeline, dans ma timeline, j'ai une sélection équivalente à l'intérieur de mes pistes. Super. Je sélectionne à l'intérieur de ma piste, ma timeline suit ma sélection. D'accord? OK. Là, je vais enlever ce qu'on appelle le link, donc la liaison entre la timeline et ma sélection. Maintenant, j'ai bien ma timeline ici et ma sélection ici, totalement indépendant. Alors, par exemple, je vais mettre ça, je pourrais faire un play à partir d'ici, d'accord? Je vais jouer, je démarre à ma timeline, ou alors écouter tout simplement ma sélection. Donc j'ai vraiment deux points, en fait, totalement distincts. Comment je vais travailler maintenant? Eh bien, je vais aller chercher l'emplacement de mes coups de feu. Voilà. Je vais y aller image par image. Voilà. Premier coup de feu. J'ai mon son qui est ici, je vais pouvoir l'écouter. Je vais pouvoir l'éditer aussi. Hein, si je veux faire un trim, je peux travailler dessus sans problème, faire des fades, sans perdre mon image. Je veux recaler le son. Raccourci clavier. Voilà, c'est ça. H. Et je viens de caler le son par son début à l'emplacement de ma timeline. D'accord? Écoutons, on va vérifier. Et voilà. Deuxième calage que je vais effectuer, alors c'est à peu près le même système, sauf que là on va prendre ce que l'on appelle le point de synchronisation. Vous avez ici, vous voyez, ce petit triangle ici, qui représente une accroche, un repère que j'ai à l'intérieur du signal. Ça s'appelle un point de synchronisation dans Pro Tools. Eh bien je vais caler le son par son point de synchronisation. Au lieu de caler bêtement par le début ou la fin, là ça sera à l'intérieur du signal. Donc, même méthode. Je vais aller chercher le coup de feu suivant. Bon, on a de la chance, ça se voit. D'accord? Et je vais sélectionner mon son. Vous voyez que je ne perds toujours pas l'image. OK? Et je vais faire J.
Voilà. Donc H début, J par le point de synchro et K par la fin. D'accord? Ça se suit sur le clavier. Hein. C'est très simple. Et donc on va écouter cette merveille du montage maintenant. Et voilà, j'ai fait un calage. Donc très très simple au niveau du calage. Je vais chercher mon image, je sélectionne le son, je triture mon son et je cale le tout. D'accord? Sympathique. Très simple. Ensuite, le fade carré. Vous savez ce qu'est un fade? D'accord? Ce sont des pentes début ou fin de son. Et bien là, je vais vous montrer à quoi peut servir un fade carré. Bien, non? Un fade carré. Alors, c'est utilisable, il faut avouer, uniquement lorsque l'on fait des crossfades, c'est-à-dire le croisement de deux sons. Je vais sélectionner, je vais chercher ma page fade. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que tout le monde est verrouillé, c'est-à-dire que quand je bouge, mon entrée, la sortie bouge en conséquence, et ainsi de suite. OK? Maintenant, je vais enlever le link. Je vais pouvoir disposer de courbes différentes. Et là, je vais aller chercher mon fade carré. Je vais agrandir un petit peu. Et regardez, le fait d'enlever le link, en fait que maintenant je dispose de poignées. Je vais pouvoir choisir mon point d'entrée et je vais pouvoir travailler aussi indépendamment sur ma sortie de fade du son précédent. Ça veut dire que je vais avoir une légère résonance du son précédent et que je vais attaquer net sur le son suivant. D'accord? Vous voyez, au niveau des possibilités. Imaginez, vous avez un mot, il y a une des syllabes où il y a eu, je sais pas, un plug dans le micro. Vous allez prendre la syllabe d'un autre mot, vous la montez. Vous allez pouvoir avoir un peu de résonance de la syllabe précédente et pouvoir enchaîner avec la syllabe que vous avez ajoutée, changée. D'accord? Donc là, c'est assez intéressant d'utiliser cette méthode. Utilisation du fade carré. Ça va? Allez, on continue dans les fades. Alors, on a les fades d'une image. Souvent, on me demande, mais comment je peux faire un fade d'une image? Alors, il y a une fonction très simple, hein, c'est je sélectionne, je fais ce qu'on appelle un batch fade, c'est-à-dire plusieurs fades simultanément. Voilà. Le seul problème, j'ai bien effectué mes fades sur ma sélection, sur chacune des régions, mais j'ai changé mon montage, puisque là, j'avais fait des coupes bien précises et je fais les fades dans mes coupes. Donc, il va me manquer un peu de son. Souvent, ce qu'on me demande, c'est est-ce que je pourrais avoir un fade, mais en plus de mon montage? C'est-à-dire rajouter une image de chaque côté de chacune des coupes et faire un fade. Une image ou ce que vous voulez. Hein. Alors, pour effectuer cela, on va changer d'outil. On va prendre le grabber objet, la main objet. Je vais sélectionner mes sons. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle le trim nudge, c'est-à-dire faire un trim, pouvoir agrandir ou réduire mon signal avec la valeur d'un nudge de déplacement, qui est d'une image. Et voilà. Je viens d'ajouter une image à chacun de mes points, ici. Vous êtes d'accord? Vous voyez que mes crossfades n'ont pas bougé. Ils sont toujours pile poil au même emplacement. Et maintenant, je vais reprendre mon outil de sélection et je vais pouvoir enfin refaire mes fades. Alors là, j'ai une image, si on est à 25 images secondes, c'est 40 millisecondes. Je veux une demi-image. Allez, on va faire 20. Pourquoi pas? Et voilà. Je viens de rajouter des fades, de rajouter de la matière et de faire un fade sur chacun de mes points de montage. Vous avez compris? D'accord? Facile. Avec le trim nudge, tout simplement. Ouais. Simple. Alors après tout ça, on va aller voir une superbe fonction qui s'appelle Quantize Edit to Frame Boundary. Quand est-ce que l'on va rencontrer cette fonction? Eh bien tout simplement lorsque l'on va faire un export OMF ou AAF. On va sélectionner là où les pistes, File, Export, et voilà. Et ici, quand on va faire un export OMF ou AAF, on va avoir cette fonction. À quoi ça sert?
Alors, cette fonction ne sert que si vous allez exporter du Pro Tools vers un système vidéo. Le problème que l'on a au niveau des compatibilités, c'est que le Pro Tools travaille à l'échantillon près, donc au 48 millième de seconde, on va dire, hein, dans le standard, et que le système du vidéo, lui, va monter à l'image près. Qu'est-ce qui va se passer si je prends simplement mon export et que je l'amène dans un système vidéo? Je vais avoir tout simplement des décalages qui vont se faire. Alors, je vais vous mettre la grille. Voilà, c'est-à-dire qu'un son qui devait démarrer ici, il va aller à l'image la plus proche. D'accord? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec des décalages. Si j'ai une coupe au milieu, soit ça va s'écarter, soit ça va se chevaucher. Et en fait, je risque d'avoir des clics dans tous les sens. Donc, pas très très bien synchronisé. Et en plus, des clics. Super. Quand je vais utiliser cette fonction, donc là, ça veut dire que j'ai fait un export en utilisant cette fonction et que j'ai réimporté dans Pro Tools pour vérifier ce qui s'est passé. Regardez ce qu'il y a. En fait, le Pro Tools a créé un fichier d'une image qui va d'ici jusqu'à là. C'est ce qu'il a fait en bas. D'accord? Ça veut dire que le son qui est monté est toujours pile poil à son emplacement. D'accord? Et que lui, pour avoir une compatibilité avec les systèmes vidéo, a rajouté, en fait, de la taille d'une image, un fichier. Alors là, il n'y a pas de son, donc on ne voit pas exactement ce qui se passe. Là, on était dans le vide. On va aller voir la fin, par exemple. Ici, mon signal s'arrêtait ici. Vous voyez que l'image reprend exactement la même séquence. Voilà. Là, je démarre entre deux images. Je démarre bien entre deux images ici. Ça permet de conserver une synchronisation parfaite. Là, j'avais un trou avec un point de montage. Eh bien, j'ai un fichier qui représente le point de montage de là jusqu'à là. D'accord? Voilà à quoi me sert le Quantize Edit to Frame Boundaries. OK. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. On va aller travailler avec un Kantar. Alors, j'ai dit Kantar parce que pourquoi pas Kantar? C'est un magnétophone multipiste, hein, qui est très utilisé au niveau de la post-production, de l'enregistrement, de la prise de son. C'est un 8 pistes. En général, comment on va l'utiliser? On va avoir 6 pistes qui vont vous prendre les HF, les perches, et on va avoir un mix sur 2 pistes du tout. D'où le rôle de l'ingénieur du son. Ensuite, on va aller au montage. On va prendre souvent uniquement la piste mix, par exemple sur un système Media Composer, et on va commencer à couper et on va avoir le montage son qui va se faire avec cette piste mix. Ensuite, vous récupérez le tout dans le Pro Tools et au malheur, vous apercevez que dans la piste mix, il y a un petit problème parce qu'il y a un des acteurs qui a tapé dans le, je sais pas, dans le HF et que ça s'entend et vous voulez récupérer l'original. Donc là, je vais chercher l'exemple. Voilà. J'ai mon montage. Ici, c'est très bien, sauf que j'ai un petit problème où peut-être un des micros avait malencontreusement un petit problème et puis on a des crachotis dans tout le, dans tout le son, dans toute cette séquence. Et moi, ce que je voudrais maintenant, c'est aller récupérer tous les fichiers d'origine de mon Kantar, donc les pistes, on va dire, de 1 à 6. D'accord? Et refaire le montage directement pour aller choisir la bonne prise. En fait, une autoconfo dédiée vraiment au magnétophone multipiste numérique. Alors, pour cela, première chose qu'il va falloir faire, c'est dire à cette piste que c'est une piste guide pour l'enregistrement. On la définit comme ça dans le Pro Tools. Ensuite, je vais lui dire où sont les sons. Donc là, au niveau disque dur, c'est-à-dire je branche un disque dur, je lui dis maintenant les sons sont là, on va aller chercher les originaux. Donc c'est ici. Voilà. Je vais dire d'indexer. Très bien. Ensuite, je vais lui donner des critères de recherche. Je veux même scène, même prise. Normal. Ça va? OK. Donc j'ai défini ma piste guide, j'ai défini où sont les sons, j'ai défini mes critères de recherche, et ben je vais lui dire exécute-moi
le montage. Alors je vais lui dire de mettre ça sur des pistes supplémentaires. Voilà, par rapport à mes critères, bien sûr. Et voilà, je me retrouve avec les enregistrements d'origine avec le montage actuel. Vous voyez que c'est très simple. D'accord? Le Pro Tools est capable, même si vous avez plusieurs multipistes simultanément, qui sont bien identifiés, bien sûr, s'il y a le tag qui va bien dans les fichiers, de faire la différence entre les différents magnétos qui tournent, si vous aviez 2 cantars, mais aussi d'avoir le timecode de 2 journées, bien sûr, identique, mais à 2 jours différents. Il n'y a aucun problème. Le Pro Tools sait vraiment remonter sans aucun souci tous les éléments. OK? Alors, comme on est un petit peu, vous avez vu, on est un petit peu en retard, on va passer au point suivant, au dernier point, qui est le report final et auto-join. Alors, le principe là, de ce que l'on va voir, c'est mixage télé. Ça veut dire, je n'ai pas le temps, je veux faire un mixage à la volée, ok, pas beaucoup de pistes bien sûr, c'est une évidence, hein, 3-4 pistes simultanément, quoique si on est très 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 fort, pourquoi pas un peu plus. Et je veux faire mes reports simultanément, c'est-à-dire je voudrais un report VO, VI en 5.1 et un report VO, VI en stéréo simultanément, tout en mixant. D'accord? Et quand j'ai fini, j'envoie sur le serveur, tout est fait. Ou alors maintenant, avec la version 10, j'inscris directement sur le serveur. Pourquoi pas? Alors, première chose que l'on va voir, c'est l'utilisation du mode auto-join pour le mixage. Donc là, voilà. Là, je visualise mon volume. Je vais valider le mode auto-join, qui est ici. Voilà. Le principe, c'est tout simplement, voilà, commencer à enregistrer. Voilà. Je m'arrête. Et là, j'ai une barre rouge. C'est le mode auto-join. C'est tout simplement, si je démarre ici, d'accord, et que je dépasse cette barre rouge, eh bien tous les éléments qui étaient en enregistrement repartent en enregistrement de manière automatique. D'accord? C'est-à-dire je m'arrête, je reviens un peu, je fais play, et hop, je repars en enregistrement. Dans l'utilisation, voilà, ça repart en enregistrement, on voit bien que c'est en rouge ici. Je fais mon mix. Je viens de me tromper sur la piste 3, je reviens, je modifie la piste 3, c'est reparti. D'accord, je reviens, je me suis trompé, hop, je vais pouvoir faire une autre piste. Ah, j'ai pas pris le bon, excusez-moi. Voilà. En fait, c'est vraiment, dans la foulée, on fait le mix et on avance, ainsi de suite. Donc c'est vraiment, je suis pressé, hein. Vous êtes d'accord? Mais on peut mixer comme ça, sur des choses très simples. Ensuite, je veux faire mon report simultanément. Donc là, on va aller chercher une autre fonction. Déjà, dans les préférences, je vais aller chercher, dans Opération, le transport record lock, qui est ici. Ça veut dire que quand je vais me mettre en enregistrement ici, eh bien, je n'ai plus besoin d'appuyer sur enregistrement parce que même si j'appuie sur stop, je ne sors pas du mode d'enregistrement. Donc, attention, je suis toujours en enregistrement. En plus de cela, je vais prendre le mode destructif. Donc, ça veut dire si vous vous trompez, vous écrasez tout. Donc là, c'est la fonction pour les grands. D'accord? Ou ceux qui ont des nerfs d'acier. Je vais valider maintenant mes pistes report. J'avais dit 2 5.1, 2 stéréo. Alors tiens, je vais vous montrer la nouveauté du 10. Le down mixer qui est livré dans toutes les versions maintenant du Pro Tools 10. Donc 5.1 à stéréo, stéréo à mono. Ok. Je repars ici. Je vais faire mon mix. Voilà. Je vais pouvoir faire mon mix. Je me trompe. Je reviens. Je refais ma piste 2. Voilà. Ok. Et on s'aperçoit que, en fait, je suis en train de faire mon report simultanément. D'accord? Voilà, je reprends. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai bien mon report qui se fait petit à petit. Je peux même réattaquer dans le gras parce que je vais réécouter avant d'envoyer. Et je m'aperçois que j'ai fait une petite bourde ici. Je fais play.
Je modifie mon fader. Je fais ce qu'on appelle un automatch ensuite, c'était rejoindre l'ancienne automation. Voilà, pour éviter les clics. J'arrête, je n'ai toujours qu'un seul fichier sur mes reports. En fait, ça vous évite d'avoir le fameux bounce à faire et d'attendre. Et on ne peut pas agir sur le bounce pendant qu'il s'effectue. Alors que là, on est en train de faire le report, on écoute, on s'aperçoit qu'il y a un problème, on reprend, ça y est, c'est repris. D'accord? Intéressant, non? Rapide au niveau mix. D'accord? Bien sûr, pour des choses très très simples, si vous avez 48 pistes à mixer, si vous y arrivez comme ça, chapeau bas là. Et voilà. Il n'y a aucun point de coupe. D'accord? Il n'y a pas de clic. Certifié. On a tout essayé. D'accord? La seule chose, c'est qu'il faut vraiment penser, si vous modifiez l'automation, d'aller rejoindre l'ancienne automation avec l'automatch. C'est tout. Sinon, là, il y a du clic. Voilà la fin de cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous et bon salon.